à l'occasion de la Journée mondiale de la presse célébrée ce lundi. Le Conseil des diffuseurs des patrons de presse a aussi saisi l'occasion pour s'offusquer des contraintes à la liberté de la presse. Son président, Mamadou Ibra Kane, a par ailleurs condamné les agressions dont subissent les hommes de médias. Vous entendrez son analyse dans cette édition. Puis nous parlerons de la marche avortée des militaires invalides et blessés de guerre. Ce matin, ils ont voulu marcher de la place de l'Indépendance au palais présidentiel pour exiger leur pension d'invalidité. Malheureusement, la police les a empêchés de tenir ce mouvement d'humeur. À suivre dans cette édition également la page internationale de Mamoudia Bigassama, quelques notes de sport et la revue de la presse qui bouclera d'ailleurs cette édition qui démarre à l'instant. Bonjour à toutes et à tous. Parlons d'abord de ce sit-in des professionnels des médias devant les locaux du ministère de la Communication. Ces derniers exigent la liberté de la presse. Toutefois, ils dénoncent la précarité de leur secteur. Nous y reviendrons avec Moussa Sen qui est sur place pour nous en dire un peu plus. Et nous restons sur cette journée mondiale de la liberté de la presse. Le président du CEDEPS dénonce ce qu'il qualifie d'atteinte à la liberté de presse au Sénégal. Mamadou Ibra Kane soutient que les professionnels des médias ont subi des agressions de toutes sortes, surtout lors des événements liés à l'affaire Ousmane Sonko Adji Sarr. Écoutons les explications de Mamadou Ibra Kane recueillies par Kokando. C'est justement les atteintes à la liberté de la presse qui ont motivé la tenue d'un sitting aujourd'hui devant le ministère de tutelle, le ministère de la Culture et de la Communication, pour dénoncer en ce jour symbolique de la journée internationale de la liberté de presse les atteintes liées à la liberté de presse au Sénégal. Donc, durant le mois de mars, avec les événements Ousmane Sonko Adji Sarr, une des atteintes, par exemple, a été l'ordre donné par le préfet de Dakar de charger les journalistes et les caméramans. L'autre élément, c'est l'interdiction par l'Assemblée nationale de couverture par la presse nationale. Le bouquet final, c'est l'interdiction par la coupure du signal par le CNRA des télévisions Wolf TV et Sen TV. Sans compter maintenant les menaces proférées contre les journalistes, sans compter les saccages des maisons de presse. Donc c'est tout cela qui motive aujourd'hui une inquiétude par rapport à la liberté de presse qui a nécessairement reculé au Sénégal. Il faut dire d'abord que c'est un tout. La crise économique et sociale que vit la presse sénégalaise est liée à l'absence d'environnement juridique, lié à l'absence à l'environnement économique. Tout cela fait que les entreprises de presse sont en difficulté, les travailleurs des entreprises de presse sont en difficulté, liées à la crise économique et sociale. Nous vous l'annoncions aussi la marche au palais présidentiel pour, disent-ils, crier leur ras-le-bol. La police les a stoppés net. Ils réclament une pension d'invalidité d'1 million de francs CFA. Écoutons les éclaircissements de leur porte-parole. Il s'appelle Mordem. Ces propos sont recueillis par Pierre-Édouard Faye. Mais ce sont les invalides militaires qui se sont descendus ici pour battre le macadam. C'est le désespoir total des invalides qui ont perdu leurs membres inférieurs ou supérieurs. Aujourd'hui, nous voulons faire une marche vers le palais, mais pour l'instant, nous sommes bloqués par les forces de l'ordre. C'est vilain comme on paye au Sénégal. On donne un salaire de 10 millions à des ministres, des députés, des présidents qui ont fait 2 mandats successifs. C'est anormal. Sans penser aux invalides qui ont perdu leur membres, qui ont versé leur sang pour la stabilité du pays, pour la paix de la population. Aujourd'hui, on nous laisse en rade. C'est pour cela,
avec nos maigres pensions qui n'arrivent pas à couvrir nos besoins, nous sollicitons auprès du président de la République, Macky Sall, en tant que chef suprême des armées, nous sollicitons une pension d'invalidité de 1 million de francs parce que nous ne pouvons pas avoir aucun travail. C'est impossible de nous réinsérer. On invalide qui a perdu ses membres. Comment le faire pour le réinsérer? Qui va le prendre pour une réinsertion? C'est impossible de nous réinsérer. C'est pour cela, aujourd'hui, nous demandons une pension d'invalidité de 1 million de francs, tout y compris. C'est ça notre problème actuel. En plus, j'avais oublié de vous dire aussi que nos carnets pharmaceutiques, nos autorités militaires veulent remplacer nos carnets par des cartes plus sans nous consulter, sans nous demander notre avis. Ce qui n'est pas normal. C'est une injustice au sein de nos autorités militaires. Mais nous n'allons pas les laisser faire. En tout cas, ça va se faire. Là, laissant le cri du cœur des militaires invalides, non à la propagation de l'homosexualité, c'est le combat que mène le rassemblement islamique du Sénégal, Al-Wahda, le mouvement qui invite toutes les forces vives à s'unir pour lutter contre ce fléau qui est en train de gagner du terrain. Mme Abdou Aziz Tine est le secrétaire général du RIS Al-Wahda. Il est interrogé par Mamou Diaby Gassama. Mbiru homosexualité nag mbir la mu lëmbe fi mu toll nii jamono. Vous savez, sans savoir que actuellement au niveau des comportements, au niveau quand même des tentatives, puisque l'introduction au niveau de l'éducation, des modules qui parlent de tout cela, donc on est en période de veille, d'alerte, mais aussi de lutte quand même par rapport à ce fléau des temps modernes qu'on est en train quand même, avec d'autres associations, puisqu'on s'inscrit dans une dynamique unitaire quand même de lutter. Donc c'est un moment fort qu'on puisse sortir notre motion, mais aussi aller dans une dynamique d'ensemble avec d'autres acteurs pour lutter contre ce fléau. Dysfonctionnement dans l'acte 3 de la décentralisation, le parti de la construction et de la solidarité Diengu Tabar Sénégal de Boubacar Camara, par ailleurs directeur général des douanes, exige des assises de la décentralisation pour corriger les manquements. Mor Ndiaye, le secrétaire général du parti, s'en explique au micro de Théodore Semedo. Nous avons dans notre statut du parti, l'école du parti, qui est un organe, d'habitude, a eu à former nos responsables et militants, n'est-ce pas, sur beaucoup de thèmes. Et aujourd'hui, la particularité était de mise avec notamment les élections locales qui profilent à l'horizon. Nous en avons profité de ce mois béni de Ramadan pour former nos responsables et candidats potentiels au niveau des élections territoriales. C'est un bilan mitigé, qu'il y a eu beaucoup de changements qui ont été apportés, n'est-ce pas, dans l'organisation et notamment la nomenclature. On a vu que lorsqu'on a érigé pour la première fois les communes, il a fallu 100 ans après pour qu'il y ait un nouveau changement. Et depuis 1996, il y a eu beaucoup de changements. Et donc, du coup, ça a créé un problème, un dysfonctionnement des collectivités territoriales. Et ça pose problème. Et donc, nous pensons que c'est une réflexion et une participation des populations de façon générale, mais aussi des experts. C'est plus que nécessaire et opportun d'organiser, n'est-ce pas, des assises de la décentralisation. Parce que là, c'est du n'importe quoi dans le fonctionnement des collectivités locales. Il y a le maire qui est là, super puissant, qui fait ce qu'il veut, n'est-ce pas, à l'encontre du conseil municipal. Et que les gens ne connaissent pas leurs devoirs et leurs responsabilités. Alors, s'il s'avère que les conseils municipaux, de façon générale, sont suffisamment formés, s'ils comprennent véritablement comment doit fonctionner, n'est-ce pas, une collectivité territoriale, comment doit être structurée une collectivité territoriale, le problème ne se poserait pas. Lors de cette visite du ministre de la Pêche au marché aux poissons de Touba, Alioune Ndoye promet de résoudre les problèmes auxquels sont confrontés les mareyeurs. Nous l'écoutons au micro de Mamadou Makhtar Sarr. Donc une visite de travail, principalement pour venir sur les sites de sortes de transformation, les quais de pêche, etc., ou les marchés, voir de visu les différentes, en tout cas, sollicitations qu'il y a, les difficultés, mais également l'état des infrastructures et les problèmes qu'il y a en termes d'entretien, de fonctionnement, de financement, etc. Et également en profiter pour écouter les acteurs. Vous savez, chaque zone a ses réalités, ses propres réalités et parfois aussi ses difficultés. Et il est bon d'avoir tout ça pour tout mettre dans le cadre d'un programme global de résolution de ces différents problèmes. Donc quand ils font cet effort, et quand ils font l'effort de certains investissements que j'ai vus, il est bon qu'on les accompagne de ce point de vue-là, parce que sinon il y a une rupture
entre justement le niveau de recettes qu'ils ont et les charges que réclame un si bel investissement. Parce qu'il est imposant, le marché central au poisson de Touba. Il est imposant. On n'en trouve pas partout dans le pays. J'ai inauguré celui de Tamba, c'est à peine la moitié de ça. Donc pour que vous compreniez l'outil qui est entre vos mains, et il est bon de l'entretenir, parce que ça c'est important. Souvent il y a des problèmes de ressources. Mais si je prends les infrastructures du département qu'on m'a confié, généralement l'État investit et on prend cette infrastructure, on la donne en concession à la mairie. Parce que nous voulons justement que la mairie mette sa main dans la gestion, dans l'entretien, dans le financement de l'infrastructure. Parce que généralement, c'est une infrastructure socio-économique extrêmement importante dans chaque mairie où on l'installe. Dans le cadre du programme FERA, le maire de Touba a recruté 300 jeunes pour l'assainissement de la ville sainte. Un mois après, une rencontre s'est tenue pour évaluer le projet qui, selon l'édile, vise à assurer une réussite aux jeunes. Mamadou Makhtar Sarr. Voilà, toutes nos excuses sur cet élément qui n'est pas apparemment disponible. Nous allons donc parler de la célébration de la fête du 1er mai par les travailleurs de la mutuelle d'épargne de crédit du public et du parapublic dénommée MECAP. Syndicalistes et direction de l'institution plaident pour l'accompagnement des institutions de microfinance pour éviter les pertes d'emploi. Le compte-rendu est signé Théodore Semedo. Menace de perte d'emploi dans le secteur de la microfinance, le secrétaire général du syndicat national des travailleurs des mutuelles d'épargne et de crédit interpelle le chef de l'État. Au président de la République du Sénégal pour garantir et sauvegarder les emplois au secteur de la microfinance. Voyons aujourd'hui qu'il y a des agents qui ont perdu leurs emplois, les agents de la banque au Sénégal et éventuellement d'autres agents du secteur. Par la même occasion, je lui demande de baisser la fiscalité dans le secteur de la microfinance. Parler des avantages que le secteur a eu durant l'année 2021. Je veux nommer la promise. Je demande aussi à la directrice de continuer ça, de le faire la MECAP et la MEXI et autres institutions de la microfinance. Un avis que partagent respectivement le président du conseil d'administration et le directeur général de la mutuelle d'épargne et de crédit des agents du public et du parapublic MECAP, qui était venu présider la célébration de la fête du travail au sein de cette institution, tout en saluant l'esprit patriotique de ses employés avec l'avènement de la pandémie de Covid-19. La MECAP a atteint un encours de crédit de 14 milliards pour une institution qui avait démarré avec une somme symbolique de 750 millions. Aujourd'hui, l'encours de crédit est à 14 milliards. Nous interpellons le président de la République à porter attention à la MECAP par rapport à sa mission sociale. La pandémie a touché pratiquement tout le secteur financier. Heureusement pour la MECAP, nous avons su quand même avoir des mesures de résilience. Nous, par rapport au pacte social qui nous lie avec ces travailleurs, ce n'était pas le moment de les abandonner. Créée en 2000, l'institution de microfinance MECAP s'évertue depuis lors à l'accompagnement des travailleurs, dont ceux du public, pour lutter contre la pauvreté des ménages. Théodore Semedo, dans le cadre du programme FERA, le maire de Touba a recruté 300 jeunes pour l'assainissement de la ville sainte. Un mois après, une rencontre s'est tenue pour évaluer le projet qui, selon l'édile, vise à assurer une réussite aux jeunes. N'est-ce pas, Mamadou Makhtar Sarr? Dans le cadre du programme FERA, la mairie de Touba a recruté 300 jeunes pour l'assainissement de la ville sainte. Un mois après le démarrage des activités, les autorités municipales ont convoqué les responsables pour évaluer le projet. Le maire, Abdoulaye Hadka, se dit satisfait du travail effectué sur le terrain par les jeunes. Selon l'édile, la cité religieuse offre un visage beaucoup plus reluisant. Kierno Diakhaté est le directeur de cabinet du maire. Faire une mise au point sur la situation de ce projet, un mois après son démarrage. Avec les retours que nous avons, les réactions que nous avons, qui nous viennent des populations, qui nous viennent des autorités religieuses, des autorités sociales de la ville, il ressort que véritablement le travail se passe très bien. Les autorités municipales comptent accompagner ces jeunes jusqu'à la fin du projet qui, selon le maire, vise à assurer une réussite sociale. Également profiter de cette occasion pour sensibiliser les jeunes, faire une transition vers l'auto-emploi. Donc il s'agit donc pour le maire de sensibiliser ces jeunes que d'ici 1 an, voire 2 ans,
tous ces gens-là qui travaillent autour de ce projet doivent être des entrepreneurs. Donc c'était une étape importante dans son message avec les jeunes, que véritablement ce travail-là ne doit pas être une fin en soi, mais également servir de transition pour les amener véritablement à être des aspirants entrepreneurs, voire des entrepreneurs dans un futur proche. Touba Mbacké, Mamadou Makhtar Sarr pour la radio-télévision Walfadjri. Merci. La page internationale à présent, et ça va nous mener en Centrafrique où des victimes des exactions russes qui brisent la loi du silence, et en Birmanie, un groupe rebelle qui appelle à l'unité des factions insurgées dans l'est du pays, Bangladesh, des dizaines de morts dans une collision entre deux bateaux. Un récit de Mamouyadi Gassama. En Centrafrique, les méthodes brutales des instructeurs russes qui combattent aux côtés de l'armée centrafricaine suscitent de plus en plus de peur et d'inquiétude. Le 31 mars dernier, le groupe de travail des Nations Unies sur les mercenaires alertait sur une longue série de violations graves des droits de l'homme qui leur sont attribuées. De nombreuses sources sécuritaires nationales et internationales évoquent 800 à 2000 mercenaires déployés dans le pays aux côtés des forces armées centrafricaines, souvent en première ligne lors des affrontements et également présents au poste de contrôle et lieux stratégiques. 3 mois après le putsch en Birmanie, un important groupe rebelle dans l'est du pays a appelé dimanche les autres factions insurgées à unifier leurs rangs face à la junte. Jamais ne s'est présentée une telle opportunité de combattre la dictature militaire au cours de plus de 70 ans de révolution, a déclaré un général de l'Union nationale Karen, forte de plusieurs milliers d'hommes. Cet appel de KANU, l'une des principales factions rebelles de Birmanie, intervient alors que ce groupe est engagé dans des combats avec les militaires. Au moins 26 personnes ont trouvé la mort et 5 autres ont été blessées ce lundi dans la matinée dans une collision entre deux bateaux sur un fleuve dans le centre du Bangladesh. Selon la police, la collision s'est produite entre une vedette rapide en provenance de la ville de Mawa transportant une trentaine de passagers et une barge chargée de sable sur le fleuve Padma. Les victimes ont toutes été heurtées à la tête, a déclaré l'inspecteur de police Amir Hossein. Pour rappel, des accidents maritimes sont fréquents au Bangladesh, pays deltaïque sillonné par des centaines de rivières. Vous l'avez sûrement compris, quelques notes de sport, c'est l'heure de vous les donner. Il s'agit donc du stade municipal de Mbelekhe qui étreint des grilles de protection. C'est grâce à la commune qui va ainsi permettre aux jeunes de pratiquer le sport en toute sécurité. Le maire qui a procédé à une visite de chantier invite le ministre des Sports à faire l'érection des gradins dans le stade. Omar Kairé nous fait l'état des lieux. Pour permettre aux jeunes de sa localité de pratiquer le sport en toute sécurité, surtout pendant la période des championnats populaires, la commune de Mbelekhe a entamé des travaux d'installation de grilles de protection au niveau du stade municipal. Le maire Ali Oudia a effectué une visite de chantier pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux. Nous bénéficions d'un grand stade, mais il y avait de l'insécurité et il était question effectivement de faire un mur ou bien même des barrières de sécurité. Les barrières de sécurité sont presque terminées. L'autre objectif pour l'édile, après l'installation de grilles de protection, c'est d'ériger des gradins dans le stade. J'interpelle mon ami Makhtar Ba, ministre des Sports, que j'ai déjà interpellé personnellement, pour qu'au moins après ces barrières de sécurité, que des gradins soient installés au niveau du stade de Mbelekhe, pour permettre à ces jeunes de pouvoir bénéficier effectivement d'une structure sportive leur permettant de pouvoir exercer le sport comme on le fait dans les grandes villes. Ali Oudia s'engage aussi à trouver d'autres partenaires pour que le stade municipal de Mbelekhe puisse disposer d'infrastructures idoines comme par exemple du gazon synthétique et une piste d'athlétisme. Une manière, selon lui, de permettre aux jeunes du terroir de pratiquer le sport dans toute sa diversité. Omar Kairé Louga, Walfadjri.
Kayre, le sélectionneur des Lions de basketball, Boniface Ndong, a dévoilé la liste de ses joueurs présélectionnés pour le tournoi de qualification olympique qui va se dérouler en Belgrade, en Serbie, du 29 juillet au 4 juillet 2021. Nous écoutons à ce propos Moustapha Gueye, le directeur technique national, au micro de Toussaint Maurice Senghor. Voilà, l'élément n'est pas apparemment disponible. Signale donc la régie, voilà. Voilà, c'est en place maintenant, c'est parti. Écoutons Moustapha Gueye au micro de Toussaint Maurice Senghor. Équipe góor yi moom li Boniface jëlee place yi ba léegi Mamadou Gueye Pape. Je vais commencer par le premier point de ce jour, à savoir la nomination du premier assistant de Boniface Ndong, le coach des Lions. Il y a eu beaucoup de démarches et de négociations sur ce problème. Aujourd'hui, nous sommes à l'aise pour vous dire que son premier assistant est Sanaga Diop, qui est en Houston en ce moment. Il est un entraîneur chevronné qui a fait une belle carrière nationale ici au Sénégal, mais aussi en NBA. Il a commencé dans les ligues leaders après 4 ans passés à Kuta. Aujourd'hui, il est à Houston où il s'occupe de la préparation et des stratégies. Je pense qu'il n'y a pas meilleur choix que Sanogo Diop et nous espérons avec Boniface Ndong et Maktar Ndiaye et tout le staff d'avoir des résultats à la hauteur de nos attentes. Voilà, c'est tout pour ces infosports. La dernière ligne droite de ce journal réservée